bien, nous allons démarrer. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce soir, puisqu'on accueille Franck Sauzet. Alors, je vous ai distribué en début de séance là, ce petit document. C'est pour bien vous expliquer la genèse du projet. Donc, si vous avez eu le temps de le lire un peu, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, on est sur un partenariat, puisqu'on a décidé avec Franck de créer on va dire une société, une microstructure de coaching pour les entreprises. Et vous êtes les premiers à avoir la primeur de pouvoir assister à une conférence de Franck. Donc pour nous, la genèse de ce projet, pour nous l'ISEG, j'ai pas besoin de vous dire que c'est un projet très important, puisque Franck va intervenir plusieurs fois dans l'année et faire venir des entreprises. Donc la synergie entreprise pour nous est fondamentale, et l'image de Franck est pour nous un vecteur très important. Alors avant de laisser la parole à Franck, ce projet, il est effectivement en différents packages. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat technique, mais c'est vrai que pour nous, ça va être l'aboutissant de ce projet, c'est impérativement de pouvoir aujourd'hui avoir une vraie visibilité auprès des entreprises régionales, puisqu'on va faire une campagne de communication sur l'Alsace. Là, actuellement, avec cette plaquette qui vient d'être éditée. Et puis, c'est pour ça qu'il y a tous ces montages vidéo. On va mettre également en place un site internet. Donc, on est 3 acteurs. Franck, bien sûr, qui aura l'occasion de se présenter. Gérald, qui est un ami, qui est doyen de la fonderie de l'UH à Mulhouse et qui interviendra également dans le package, puisque moi, je suis dans la spécialisation stratégie d'entreprise. Gérald dans l'innovation et les nouvelles technologies et Franck dans le coaching. Je recherche mes notes. Donc, pourquoi Franck Sauzet? Voilà, c'est ça que je cherchais. Pourquoi Franck Sauzet? Alors, peut-être parler un peu de l'histoire. Franck a un palmarès, donc vous avez une partie du palmarès sur le feuillet, mais Franck a un palmarès qui est édifiant puisqu'il est champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Il a été international de foot, il a joué dans de très grands clubs. Il a eu Michel Platini comme entraîneur. Et puis, comment j'ai connu Franck? Un jour, Franck, il a signé au Racing Club de Strasbourg. Bon, ici, tout le monde sait que le Racing Club de Strasbourg, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Quand j'ai su que Franck Sauzet est venu au Racing Club de Strasbourg, pour moi, c'était comme un mur infranchissable. Je me suis dit, c'est pas possible. Que Franck, qui a gagné la Coupe d'Europe, vienne à Strasbourg, c'est un monument. Bah forcément, 20 ans avant, j'étais un peu comme vous. Hein. Pour ceux qui aiment le foot, passionnés de foot, c'était l'égérie, l'icône. Je me suis dit, c'est une chance extraordinaire pour nous. Et je savais pas du tout comment j'allais pouvoir un jour rencontrer Franck. Et je vous assure que s'il est là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ça s'est fait de manière très naturelle. Quand Franck a intégré le club, le hasard a fait que, au bout d'un premier match, malheureusement, il a été expulsé. Hein, c'est ça. Contre Lille, pour être précis. Il a juste défoncé la porte du vestiaire lillois. Et il s'est pris 4 matchs. Et je l'ai retrouvé le lendemain matin très désabusé. Et j'ai dit, Franck, écoute, moi je te propose, on pourrait aller à la pêche. Et il s'avère que naturellement, Franck me dit, la pêche, mais c'est une de mes passions. Ah bah ça tombe bien, c'est la mienne également. Et on est partis tous les deux à la pêche. Pêcher, je sais pas, la blette ou le bougeon, je sais plus exactement. Mais en tout cas, on a appris à se connaître et je vous assure que tout s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de toute notre histoire. Hein, c'est une belle. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est les années 80, 94, ça fait 20 ans que je suis très ami avec Franck. Et ce soir, pour moi, bien sûr, c'est un honneur de l'avoir parmi nous et de pouvoir vous le présenter. Mais c'est pour moi aussi une grande fierté d'avoir Franck en tant qu'ami et de pouvoir partager ce projet qui, bien sûr, je l'espère, va nous amener une synergie au niveau de l'école. Mais ça, j'en ai aucun doute, hein, puisque Franck aujourd'hui, j'ai parlé un peu de son palmarès sportif, mais Franck aujourd'hui, il est consultant Canal+, il travaille pour FIFA. On a déjà fait un projet FIFA l'an dernier qui était plutôt, je veux dire, d'excellente qualité et qui nous a amené beaucoup de choses en termes de notoriété. Il a travaillé Orange TV, Europe 1. Donc c'est clair que médiatiquement pour nous, c'est une aubaine. Mais avant tout, ce qui nous unit ce soir, et c'est ce qu'on va partager avec vous, c'est les valeurs. Parce que l'amitié, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on s'est retrouvés dans les mêmes valeurs. Voilà Franck, et sur ce, je te laisse la parole. pour nous
parler de tout ça. Très bien. Bonsoir à tous, hein. Bien évidemment. C'est vrai ce qu'a dit Thierry. Je pense que c'est très important. Notre rencontre, finalement, elle s'est tenue peut-être à pas grand-chose, parce que si je ne m'étais pas fait expulser, j'aurais pas eu ce contact direct avec Thierry. Et il s'avère que de ce contact est née vraiment une profonde amitié. Thierry m'a énormément aidé pour m'acclimater à la région strasbourgeoise. Bon, ça s'est fait vraiment. On a eu des moments super, parce qu'en plus, ma venue au Racing aussi, correspondait à des objectifs. Le club voulait renouer avec la Coupe d'Europe quelque part, et nous avons eu la chance tous ensemble d'y parvenir. Donc il y a eu d'y parvenir, pardon. Et il y a eu des moments extraordinaires, vraiment, tout simplement. Donc voilà, bien évidemment, ce projet nous tient à cœur. Et ce soir particulièrement, je suis très heureux, parce que la plupart du temps, quand je fais des interventions, en fait, ce sont dans des sociétés, dans des boîtes où les gens en place ont l'habitude de l'entreprise. Ils savent exactement ce que c'est, ils connaissent les rouages, ils savent qu'ils ont des buts à se fixer. Et là, finalement, je suis devant vous pour l'instant. Vous connaissez l'entreprise que par des stages, certainement, et vous ne connaissez pas encore ce qui vous attend réellement, même si, vous savez, en fonction des études que vous faites, et à la sortie de vos études, vous allez trouver un travail qui, en théorie, si vous ne changez pas, va vous prendre pratiquement 40 ans de votre vie. Alors, je ne vais pas vous affoler, vous êtes jeune, profitez. Mais c'est vrai que c'est important de choisir un boulot. C'est un choix qui n'est pas anodin. Il y a des choses qui vont avec et qui doivent se faire d'une manière à la fois professionnelle, mais c'est un choix profond. Donc, ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Alors, pourquoi je suis là également? Je vais vous expliquer tout simplement. J'ai eu mon parcours, en fait. D'abord, je suis devant vous. C'est un témoignage que je vous offre. C'est certainement pas un mode d'emploi en me disant, voilà, pour réussir, ou lorsque vous allez être dans votre boîte et que vous allez travailler, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je n'ai pas du tout cette prétention, mais je suis rentré, moi, dans le monde professionnel à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire que j'étais, dans un premier temps, je suis originaire d'Ardèche, et puis j'ai eu un cursus qu'on va qualifier de normal. J'ai fait mes études, donc, voilà, j'ai fait troisième, seconde, première. J'étais sur un bac à l'époque, j'ai fait une première AB, on appelait ça, pour me diriger vers un bac, donc B, un bac qui était à prédominance économique, on va dire. Et donc, sur ces entrefaits, bien évidemment, j'étais un fou de sport d'une manière générale et de football. C'était quelque part, quand j'étais jeune, ma raison d'être. Je ne pensais que foot, mais je caressais le rêve le plus fou de devenir professionnel, mais je sais ce que ça impliquait. Il faut de la chance, il faut à un certain moment du talent, certainement qu'il en faut aussi. Peut-être que j'en avais, mais aussi il faut travailler. Et bon, quand on est gosse, on ne sait pas qu'on va réussir. Donc, je voulais à tout prix, et c'est ce que j'ai fait, mener de front, mais des études, et puis je caressais donc le doux rêve d'être un jour professionnel. Et puis dans la vie, tout va très vite et tout peut basculer. Et à l'âge de 17 ans, en fait, j'étais recruté par le FC Sochaux qui est pas très loin d'ici, donc, pour intégrer le centre de formation. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré le 17 juillet 83 au centre de formation, et le 17 août 83, un mois après, je faisais mes premiers pas dans le monde professionnel et je découvrais effectivement ce monde. Voilà. Alors, donc cette carrière m'a amené à voyager énormément. J'ai commencé ma carrière à Sochaux, je suis allé ensuite à Marseille, ensuite je suis parti à Monaco, je suis revenu à Marseille, je suis allé en Italie, je suis revenu à Strasbourg, je suis allé à Montpellier, j'ai fini ma carrière en Écosse tout simplement. Et tout au long de cette carrière, si vous voulez, j'ai été amené à avoir des expériences. Et celle qui m'a profondément le plus marqué a été mon expérience marseillaise. Pourquoi? C'est ce qui m'a donné aussi, on va dire, le goût d'être là et de faire certaines interventions, notamment dans les boîtes, parce qu'il y avait une réelle demande. Lorsque je suis arrivé à Marseille en 89, ça va vous dire, peut-être ça va vous parler, à la tête de l'Olympique de Marseille, il y avait un certain Bernard Tapie. Donc je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes jeune aussi, vous avez peut-être entendu parler. Quelqu'un vraiment qui est arrivé dans les années 80 avec beaucoup d'ambition, donc une façon différente également de voir le management, de voir les boîtes, les emplois. C'était quelque part une forme de révolutionnaire. Et ce qu'il a inventé, Bernard Tapie, quand il est arrivé dans les années 80, déjà à Marseille, il a inventé le football business, qu'on peut dire, et le football spectacle. C'est-à-dire qu'après les matchs donc de championnat, il y avait un feu d'artifice, il y avait une notion de festivité autour de ces matchs, et puis surtout, il invitait les chefs d'entreprise ensuite, donc, après les matchs, à un repas. Et lors de ces repas, chaque joueur, finalement, était à une table et discutait avec ces chefs d'entreprise qui avaient, à l'époque, une problématique incroyable, pour avoir mangé donc avec pas mal de chefs d'entreprise de la région marseillaise. Leur grande problématique, c'était de faire jouer leur effectif en équipe.
Et nous autres, qui étions footballeurs, et pour moi, ça me paraissait dément des grandes sociétés, par exemple, comme Eurocopter ou d'autres, qui sont des sociétés quand même incroyables, d'entendre les chefs d'entreprise impuissants pratiquement devant le fait que eh bien, leurs commerciaux ou leurs cadres n'arrivaient pas à jouer en équipe. Et ça, profondément, ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais attends, nous autres, les footballeurs qui connaissons cet esprit d'équipe quelque part, et ce jeu d'équipe depuis 8 ou 10 ans, je trouvais ça quand même étonnant qu'à aucun moment, ces chefs d'entreprise n'aient trouvé la solution. Donc je m'étais dit, tiens, si je réussis quelque part une carrière, j'aimerais moi aussi apporter mon expérience sur ce qui est justement une boîte, sur ce qui est le fait d'aller chercher des objectifs, ce qu'il faut mettre en place pour les atteindre. Et je m'étais dit, lorsque j'arrêterai ma carrière, j'essaierai en tout cas de faire partager mon expérience à des gens qui bossent dans des boîtes, à des patrons, dans le seul but peut-être d'améliorer quelque part le rendement, d'améliorer cette fameuse communication dans laquelle vous verrez, lorsque vous aurez un boulot, vous serez automatiquement confronté. Donc quelque part, c'est pour ça que je suis là, et je dois vous avouer que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà. Et tu as parlé d'esprit d'équipe. Donc pour toi, l'esprit d'équipe, c'est quoi? L'esprit d'équipe, c'est quand même extraordinaire. J'aimerais juste vous poser une question. J'ai pas envie, si vous voulez, de dicter quelque chose. J'ai envie que ce soit vraiment interactif. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'évoque pour vous, justement, l'esprit d'équipe? C'est quoi pour vous? Si vous pensez à l'esprit d'équipe, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, comme ça, d'une manière spontanée? Dites-moi un peu. Ouais, c'est vrai. L'esprit d'équipe, c'est ça aussi, ouais. Partager? Oui, absolument. Donc, on revient ensuite à la communication. Mais si vous analysez ça, je vous dis esprit d'équipe. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, cohésion, super. Ouais. Solidarité, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, l'entraide, exactement. Exactement. Quel sentiment, à la base, ça vous dégage, l'esprit d'équipe? Est-ce que c'est un sentiment positif pour vous, l'esprit d'équipe? Ouais, je suis d'accord. Exactement. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça sur l'esprit d'équipe, vraiment. L'esprit d'équipe, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il est complètement lié à la réussite. C'est-à-dire que dans le monde du sport d'où je viens, et dans les sociétés également, parce que dans les interventions, je côtoie tout ça, je vous assure que lorsque vous voyez, vous aimez peut-être tout le sport, d'autres forcément n'aiment pas le sport, mais on ne reste pas insensible, on est d'accord quand on voit par exemple hand gagner, par exemple, on connaît tous le hand, vous connaissez, peut-être que certains y jouent, d'autres pas, mais quand vous voyez des images du hand comme ça, c'est la réussite, on est d'accord. Quand vous voyez une équipe de rugby réussir, l'équipe de France par exemple, qui vient de battre l'Australie, les images sont extraordinaires, non? Vous sentez ce sentiment positif? Et l'esprit d'équipe, il est absolument lié à la réussite. C'est-à-dire que pour réussir, lorsque vous faites du sport collectif, vous avez besoin de cet esprit d'équipe pour réussir. Sans esprit d'équipe et sans justement cette cohésion, vous ne pouvez pas réussir. Donc, inévitablement, lorsque vous allez rentrer dans une boîte, le but individuel, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous vos qualités, bien évidemment. Vous allez rentrer dans une boîte, lorsque vous allez travailler, votre but, c'est de réussir dans cette boîte. C'est quelque part, c'est démontrer à tout le monde que vous avez des qualités peut-être de management, mais vous avez envie de vous faire une place vis-à-vis des autres. Et quelque part, d'être influent, de participer à la réussite de votre métier, quoi, et dans la boîte pour laquelle vous allez participer. Et ça, tout se fait justement lors de la création d'une équipe. L'esprit d'équipe, ce n'est que le résultat quelque part de la création de cette équipe. Et le plus dur justement, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la problématique des chefs d'entreprise, c'est de faire jouer justement on va dire les équipiers, puisqu'on peut parler des équipiers même dans une société, ensemble. Et ça, après, bien évidemment, au-delà de l'état de cet esprit d'équipe qui est le résultat, il faut aller le chercher, cet état d'esprit. Alors, dans un club de foot, c'est plus facile. Je fais juste une parenthèse. Je trouve que la société dans laquelle on vit et le monde difficile dans lequel on vit, on sait, c'est la crise. Donc, vous allez être confrontés à ça. Certains sont peut-être en dernière année d'études, donc vous allez trouver, je vous le souhaite, rapidement un boulot, et vous allez être confrontés à ça, où aujourd'hui, on demande des résultats le plus rapidement possible. Il n'y a presque plus de temps d'adaptation, et c'est dommage, parce que le rôle qu'ont les personnes dans les sociétés, ceux qui ont justement l'expérience, ils doivent apporter quelque chose pour les jeunes qui arrivent sur le marché. Et ça devient, à mon sens, un peu difficile.
Et je trouve que de plus en plus, cette vie que l'on mène aujourd'hui, la problématique des sociétés ressemble de plus en plus à ce que j'ai vécu il y a 20 ans, où les objectifs sont extrêmement courts. C'est du court terme. Un footballeur professionnel, il signe un contrat de 3 ans. Il doit être compétitif le plus rapidement possible et les objectifs qui sont fixés sont du court terme. Donc, il n'y a presque pas de temps d'adaptation. Il faut rentrer directement dans la moulure, comme on dit dans le foot, et justement faire jouer cet état d'esprit, cette cohésion d'équipe. Alors, c'est simple, dans une équipe, pour aller chercher, pour créer cet état d'esprit, je pense que c'est plus facile dans une société, parce que comme je vous le disais, c'est plus facile que dans une boîte, parce que nous sommes, dès le plus jeune âge, même dans les centres de formation, formatés quelque part, même si je n'aime pas le mot, parce que formaté, ça vraiment, on a la sensation d'être pris dans un étau, alors qu'il faut aller vers une ouverture, bien évidemment. Mais par rapport à tout ça, donc, on demande une réactivité qu'il faut avoir rapidement. Et je trouve que dans ces cohésions, dans ces mises en place et dans les débuts de saison dans les clubs, c'est pas facile parce que bien souvent, vous avez 10 ou 12 nouveaux joueurs. Et là, il faut arriver rapidement à faire cohésion. C'est pour ça qu'il y a des stages d'avant-saison, vous en avez peut-être entendu parler, où la plupart des clubs partent en préparation, par exemple 15 jours, 3 semaines, pour justement arriver à fédérer. Ce sont des mots. Fédérer, ce sont des mots que vous entendrez lorsque vous serez vraiment dans les boîtes. Il faut fédérer. Il faut être justement dans ce partage et être dans un désir et avoir tous le même objectif et le but que va vous fixer l'entreprise. En ce qui concerne ce que j'ai vécu, lorsque j'ai signé à Marseille, le but c'était tout simple, c'était d'être champion de France, de gagner la Coupe de France et surtout de gagner une compétition qui jusque-là n'avait jamais été gagnée par une équipe, c'était la Ligue des Champions. Et nous avons atteint ces objectifs. Et nous avons atteint justement par de la cohésion d'équipe qui passe justement par des stages où on apprend à se connaître, où on apprend justement à se faire confiance. Le but c'est ça. Dans une équipe, il faut apprendre à se faire confiance, il faut rester dans son rôle quelque part, parce que si vous avez été, je vais vous donner une image, mais si vous êtes par exemple un défenseur, je ne vais pas rentrer dans l'aspect tactique du football, mais dans le sport collectif, vous avez des postes qui vous sont propres. Si vous êtes un défenseur et que vous commencez à jouer comme un attaquant, vous allez mettre l'équipe en danger, bien évidemment. Et ce n'est pas le but. Donc lorsque vous allez être amené quelque part à être dans une boîte, il faudra ne pas oublier parce que vous allez avoir un rôle à jouer dans cet état d'esprit. Créer justement un état d'esprit et un collectif, c'est chacun qui va le créer. À partir du moment où vous allez vous mettre en retrait, et j'ai connu ça dans des clubs aussi où les gens commencent à se mettre en retrait, ne participent plus et il n'y a plus de dialogue, ça devient très très difficile. Voilà. À toi. Je prends le relais. Alors par rapport à ce qu'a dit Franck, moi je voudrais simplement transposer toutes ces valeurs par rapport à l'ISEC Group, l'ISEC Strasbourg, l'école de commerce. Hein, parmi vous, il y a des étudiants qui sont effectivement en fin de cursus, qui connaissent cette école depuis 5 ans, d'autres qui viennent de démarrer. Vous avez pu constater que dans la petite brochure que je vous ai distribuée, en dernière page, on a mis des mots-clés. Et j'aimerais un peu les commenter et les transposer par rapport à l'école pour voir si on est effectivement dans le même discours, dans le même langage. Nous avons d'abord le mot performance. Pour vous, la performance, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est en 5 ans, être formé, avoir une formation adéquate. Donc ça, c'est par rapport aux 3 écoles. Après, on a le mot proximité. Ça, vous savez que c'est un mot qui est important. Proximité, c'est l'encadrement. C'est-à-dire qu'on est là pour vous accompagner, pour vous tutorer au niveau de votre projet professionnel. Vous êtes 400 étudiants avec des personnalités différentes, avec des défauts et des qualités différentes. Et ça, je vous assure, c'est ça qui fait la richesse de l'école. Après, il y a ambition, motivation. Les 2 mots sont liés. Si vous êtes là, c'est que vous êtes forcément ambitieux et que vous êtes motivé. Donc ça, c'est la jeunesse, c'est la base. Ensuite, on a valeur, le mot valeur. Je laisserai la parole après à Gérald, puisque aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on veut transmettre tous les 3 le même message, les valeurs. Les valeurs, ça veut dire quoi par rapport à l'école? C'est la culture. Culture d'entreprise. Vous avez déjà entendu parler de la culture d'entreprise. Attendez, c'est un mot qui veut tout et qui veut rien dire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, peut-être des millions, qui le lundi matin attendent qu'une chose, c'est le vendredi soir. Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est la dernière chose que je peux vous souhaiter. La culture d'entreprise, c'est aimer son entreprise avec ses défauts et ses qualités, avec ses exigences. Aujourd'hui, la culture d'entreprise à l'ISEC, c'est quoi? Bien sûr, c'est la formation. Mais s'il n'y a que la formation, on est une école morte. C'est vous, les étudiants,
Je le dis, je le répète et je le répéterai jamais assez. Vous êtes les acteurs de cette culture d'entreprise par la vie associative. Comme l'a dit Thomas, c'est la première année où on a autant d'associations. Aujourd'hui, il y a les projets. Donc, cet aspect-là, c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera aussi la différence dans votre vie. Intégrer la culture. Et c'est pas simple, mais c'est de par l'ISEG que démarre cet apprentissage. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le mot solidarité. Alors la solidarité, ça aussi, c'est compliqué. Il y a les travaux de groupe. Ceux qui bossent pas, qui bossent moins, qui profitent des autres. Mais en entreprise, c'est pareil. De toute façon, celui qui bosse, il y aura le leader. Et il restera. Et il est fait pour être leader. Tout le monde ne peut pas être leader. C'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a ceux qui suivent, mais qui sont rigoureux, qui travaillent, qui permettent l'osmose du projet. Et il y en a qui profitent du projet. Tant mieux pour eux. Malheureusement, à un moment donné, ça leur desservira forcément. Parce que dans la vie, on peut compter sur les autres, mais il faut aussi compter sur soi-même. Et il faut que les autres puissent compter sur vous. Ensuite, je continue, parce qu'il manque un mot important, mais on aura le temps de réactualiser la brochure, hein, Thomas. Il y a solidarité. Alors, solidarité, ça veut dire quoi? Solidarité, pour moi, au niveau de mes équipes ici, ils le savent, je leur ai dit, et je ne transige pas. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il n'y a pas un gagnant et tous les autres sont des perdants. Il n'y a pas des perdants et il reste un gagnant. Ça, c'est fondamental. Ça fait partie aussi des valeurs et ça s'apprend dès maintenant. Je continue, je suis désolé, je suis obligé de mettre mes lunettes. L'esprit d'équipe. Alors là, Franck, il nous a fait une magnifique démonstration. Donc là, je suis très mal. Je suis très mal pour en parler et pourtant, je vais vous en parler. Parce que l'esprit d'équipe, c'est une valeur de base. Pour moi, c'est le mot le plus important. Moi, je suis ravi aujourd'hui d'avoir Sikimic qui joue avec nous au Racing Club de Strasbourg et Jean-Marc Huens. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis au Racing Club de Strasbourg depuis 20 ans. J'ai vu le club jouer Coupe d'Europe avec Franck. Franck m'a fait rêver. J'ai vu la Ligue 1. Avec Jean-Marc, qui aujourd'hui, et je suis très heureux pour lui, a rejoint la Côte d'Ivoire et a un objectif qui est le Brésil et on s'est promis de se retrouver là-bas. Jean-Marc, on a vécu une expérience inoubliable. Et pourtant, je vais vous dire, cette expérience, qu'est-ce qu'elle a été dure. On a travaillé ensemble au centre de formation. Jean-Marc a été le directeur du centre de formation. On s'est battu pour ces gamins. On a été classé catégorie 1. À un moment donné, on faisait partie du meilleur centre de formation. On a été 8e, voire 6e. On était devant des clubs comme Bordeaux, comme Marseille. Parce qu'on avait les techniciens. Parce qu'on avait un psychologue. Parce qu'on avait une équipe. Parce que moi, je m'occupais de la pédagogie. Jean-Marc de la direction. François Keller, entraîneur. On était une équipe. On n'avait qu'un seul but. C'est l'excellence de la formation. Et l'excellence de la formation, c'est pas uniquement de dire on en fait des pros. C'est les préparer à la vie. Et malheureusement, bon là je vais devenir méchant, peut-être violent, et malheureusement, il y a eu un problème de gouvernance. Parce que vous aussi, malheureusement, vous allez peut-être rencontrer ça. La gouvernance, qui fait des erreurs stratégiques. On lit ça tous les jours dans les journaux. Clestra, il y a un problème de gouvernance, aujourd'hui il y a des licenciements. Nous on a eu, alors je peux vous dire que Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, on est un cas d'école sur la gouvernance. Parce qu'on en a eu des fous. On en a eu des grands malades. Ça y est, je m'emporte. Et pourtant, Jean-Marc, on s'est battu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est dans un projet de reconstruction. On joue en CFA. Là, on va jouer Isère. Isère, moi, j'ai dû chercher quand même sur la carte géographique. En Isère? Non, pas en Isère. Isère. Et Sikimic, aujourd'hui, qui est là, qui est présent ce soir, aujourd'hui, il a un super passé. Et aujourd'hui, il peut jouer sans problème en division supérieure. Il a le niveau sans souci. Et il est là. Pourquoi il est là? Parce qu'il a adhéré à notre projet. Et c'est ça aujourd'hui qui continue de me faire rêver avec le Racing Club de Strasbourg. J'étais actionnaire, dépôt de bilan, j'ai tout perdu. Et ma femme, elle était heureuse, je peux vous le dire. Stéphane, on sait quelque chose. Il n'y a pas de souci, je réinvestis. La même somme. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ma femme, toujours très heureuse. Ma femme, très heureuse. Stéphane peut toujours le dire. Et quand j'ai réinvesti, je me suis dit, mais là, t'es complètement fou. T'es un grand malade. Parce que tu vas être obligé de travailler comme Jean-Claude jusqu'à 75 ans. Tu crois que j'allais te louper, toi? Et aujourd'hui, je vois Stéphane Noro, je vois Sikimic. Je me dis, ça y est, on est reparti. Excuse-moi pour l'interlude. Donc vous voyez,
Moi, franchement, si un jour vous pouvez vivre ça, même si des fois c'est douloureux, c'est ces expériences qui vous font avancer en tant qu'homme. J'ai pas fait. Donc là, j'ai fini pour l'esprit d'équipe. Je reprends mes lunettes. Mental. Ça, c'est gestion des échecs, gestion de la réussite. Là, je peux pas vous en parler. C'est Franck qui est le mieux placé. Non, je laisserai après la parole à Gérald qui pourra faire la suite et donner son avis par rapport à ces valeurs. Parce que si on est là tous les trois aujourd'hui, c'est que justement, on est sur ces mêmes valeurs. Et puis, si vous regardez bien, je pense qu'il manque un mot. Alors, regarde, vous avez tous la brochure. Il manque quoi? On le remettra dans la prochaine édition. Je pense qu'il manque un mot important. Et je m'en suis rendu compte que ce soir. Allez, c'est à vous de parler maintenant. Non? C'est vrai qu'il est important. Et je pense que c'est le dénominateur commun de tout le reste. C'est la base de tout. En sport, ne parlons pas. En sport, de toute façon. Ouais, continue. Non, ça, on peut pas, ouais. Ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Allez-y. Mais plus profond encore. Là. Ouais, mais oui. Non, mais c'est ça, ce sont des mots effectivement qui sont forts et qui sont très justes. Tout à fait. Mais il y a quelque chose à la base qui fait que nous, peut-être dans le sport, on ressent encore plus parce que ça vient de l'intérieur, quoi, profondément. Le travail, oui, il faut travailler. La volonté, tout ce que vous dites, c'est pas faux, mais je pense pas que ce soit la base. Bon, on va faire un pendu, ok? On va faire un pendu. On va faire un pendu, ça commence par P. Allez, P. Non. C'est bien, ça c'est bien par contre. Mais tout ça, travailler avec le plaisir, c'est bien, c'est pas évident. Oui, il en faut aussi, mais il en faut, c'est pas ça. C'est pas la base. Ça se rejoue. Hein, mais on parle. Eh ben voilà, Charlotte, bravo, bravo. La passion. Bravo. Et ça vient d'une fille. Hein, ouais. La passion. C'est normal. Madame Sauzé, oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous imaginez la passion, vous êtes passionné, vous vous levez le matin, vous êtes passionné par ce que vous faites. C'est la base de tout. Vous êtes passionné, vous serez performant. L'esprit d'équipe, ça viendra. La proximité, il n'y a pas de souci. C'est l'accompagnement. Mais s'il n'y a pas de passion, vous allez vous lever le matin, vous devez être passionné tous les matins, vous devez vous dire, je suis passionné. C'est la passion du Racing, franchement. C'est plus le même. Non, c'est pas possible. Je suis malheureux. Voilà. Si j'ai plus l'ISEC, je suis malheureux. Voilà. Imaginez-vous, tous les matins, vous êtes passionné. Aujourd'hui, on n'est pas dimanche, on est lundi, on a cours, on a 8 heures de cours. C'est fabuleux ça quand même, non? Alors, parmi vous, non, je pense pas, hein. On exagère un peu. Hein. Je vais laisser la parole à Gérald. Merci. Bon, je suis rassuré, c'est grâce au Racing que tu revois ta géographie. Oui. Et... voilà, parce que tu comprends que tu t'ennuierais si tu n'avais que le Madrid, le Paris, tout ça. Hein. Stéphane, il est content parce qu'il est dans la tribune, à Iser, à Chasselet, il est ravi, Stéphane. Après avoir fait Marseille, Paris Saint-Germain, hein, il est ravi de... Alors, moi, quand Thierry m'a parlé de son projet, bon, au-delà de la confiance que je lui porte, immédiatement, j'ai pensé qu'il est dans le vrai. Ce projet, au-delà des valeurs, etc., maintenant, avec un peu d'expérience, je participe, je ne vais pas faire mon curriculum vitae, ça n'a aucune importance, je participe à beaucoup d'expériences de montage d'entreprises, dans le cadre notamment de toutes les entreprises qui se développent sur Internet. On a la chance en Alsace d'avoir énormément un vrai socle d'entreprises qui se créent dans le monde d'Internet et à l'échelle internationale. Et je me suis dit, il est dans le vrai, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, moi j'ai été formé dans des notions d'économie pure, etc. Et plus je vis le terrain, et plus je me rends compte que la place des hommes est essentielle. Et comment on amène les hommes à se transcender, comment on amène des équipes à réussir ce qu'elles n'auraient jamais pu réussir sans, c'est pas que l'objectif, sans cette impulsion qui les amène à aller au-delà de ce qu'elles auraient pu faire. Alors ça porte des noms théoriques, mais aujourd'hui, je pense que le sport de haut niveau est certainement une très bonne illustration de ce que vivent nos entreprises sur le terrain. Les créateurs d'entreprises, le top management, tous vivent cette ambiance. Les crises actuelles, qui sont des crises structurelles, sont aussi des formidables opportunités. On le voit bien,
On voit des entreprises, un nettoyage se faire au niveau économique sans précédent dans l'histoire, mais on voit aussi de formidables opportunités. Vous avez des gens qui en 5 ans font des fortunes. Vous avez des équipes qui font aujourd'hui des réalisations dans le monde informatique, Internet, en des temps records. Tout ça s'apparente de plus en plus à cette notion de sport de haut niveau. On ne peut pas réussir seul. On doit être performant. On est performant seul. Mais on atteint un résultat qui transcende les objectifs quand on est plusieurs. Et ça, c'est le sport de haut niveau. Alors, il n'y a pas que le sport de haut niveau. Un ballet, dans la danse, peut aussi arriver à des résultats impressionnants. Là, l'avantage en sport, c'est qu'on peut facilement illustrer. Et également, ce qu'on voit dans le sport de haut niveau, c'est qu'il y a une pression. Chaque personne individuellement doit à la fois être plus performant et doit amener le tout, la somme du tout, à une performance encore plus élevée. Donc, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de Franck. On a beaucoup de choses à retranscrire dans le monde de l'entreprise. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, mais je pense que Franck en parlera beaucoup mieux que moi, ma grande bataille aujourd'hui, c'est de faire rêver les jeunes. J'ai beaucoup de mal. On est dans un monde où on a aujourd'hui la sensation que rien n'est possible, alors que paradoxalement, c'est quand un système change que tout est possible. Et du coup, les jeunes ne rêvent plus. Moi, si je suis de la même génération que Franck, que Thierry, si on m'avait dit qu'un soir, je serais là à vous parler avec Franck Sauzet à côté de moi, je vous aurais dit c'est n'importe quoi, clairement. Si on m'avait dit ça il y a 20 ans, moi, il y a 20 ans, je regardais la télé, hein, donc je regardais ce genre de match. Je dis non, c'est pas possible. Alors, ça faisait pas partie de mes rêves, mais je suis content que ce rêve soit arrivé. Donc voilà, et j'ai passé de très agréables moments depuis qu'on s'est rencontrés. Je veux dire par là qu'il faut vivre ses rêves. Et quand vous avez en face de vous un homme qui a levé une coupe et qui est capable d'avoir été au bout de ses rêves, eh bien, il y a beaucoup à apprendre. Je pense que pour nos jeunes aujourd'hui, si on veut vraiment que l'Europe demain joue un jeu dans le futur échiquier mondial, eh bien, il faut d'abord commencer par redonner goût aux rêves. Et pour ça, eh bien, il faut écouter les personnes qui ont du temps et qui ont envie et qui partagent ces valeurs et qui ont envie de donner ce message. Et d'être ce soir devant des jeunes et d'avoir un champion parmi nous, je crois que c'est une chance. Et rien que pour ça, Thierry, merci. Hein, et je pense qu'il faut que la plupart prennent conscience que tous les rêves sont accessibles. Tous. C'est ce qu'on peut vous dire avec un peu de recul sur la vie. Un petit peu de recul, on n'en est que là. Alors, voilà, je voulais pas me poser, mais je tiens... Juste pour rebondir sur tes propos, Gérald, il y a une chose qui est quand même incroyable. Donc, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'avoir une passion incroyable pour le football. Comme je le disais, depuis tout petit, vraiment, j'avais envie de faire ça. Je me rappelle quand j'avais 6-7 ans, je découpais des chaussettes, je me faisais des genouillères avec. Et quand j'étais dans le petit appartement de ma grand-mère, j'avais un ballon comme ça, je la faisais mettre donc juste à côté de la porte. Donc je rentrais avec le ballon comme ça dans la porte, bien évidemment, par la porte. Et il fallait qu'elle m'applaudisse parce que je rentrais sur le stade. Après, elle avait un petit mur comme ça. J'arrivais, je frappais de toutes mes forces. Non, je suis chanceux, j'ai encore ma grand-mère, donc tu vois, voilà. Et ce que je faisais, exactement. Et ce que je faisais, c'est que je tapais. Après, j'arrivais, je tapais de toutes mes forces dans un mur, ça revenait. Et là, comme un fou, je plongeais, je faisais le gardien. Donc j'ai 2 en 1 en fait. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire que je sais profondément ce que c'est que d'arriver on va dire, au bout d'un rêve, quoi. Mais tout cela, bien sûr qu'il y a des moyens pour y arriver. Ce que j'essaie justement d'expliquer en toute simplicité, comme le disait Gérald, c'est juste un témoignage. Ce n'est pas en aucun cas une leçon de quoi que ce soit, c'est un témoignage. Mais ce qui reste ensuite, au-delà des buts que l'on s'est fixés et que l'on a réussi, parce que c'est ça aussi, je veux dire, se fixer des buts, c'est très bien, mais il faut les réussir. En tout cas, il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais ce qui reste derrière, quand tu faisais allusion, par exemple, à la Ligue des Champions, Marseille a été le premier club français à gagner ça. Ce qui reste avant tout, quand on se revoit de temps en temps avec les anciens,
c'est l'aventure. Oui, c'est le seul d'ailleurs, je crois. C'est ça, ouais, c'est vrai. Ce qui reste avant tout, c'est l'aventure humaine. Et ça, cette aventure humaine, croyez-moi, quand vous avez la chance d'avoir touché ça du doigt, c'est exceptionnel. Et vraiment, je vous souhaite, dans ce que vous allez faire par la suite, d'arriver à ça, d'arriver à avoir des objectifs, de vivre quelque chose de collectif, de trouver votre place, parce que c'est irremplaçable. Et quelque part, on évoquait tout à l'heure la passion, ça vous nourrit quelque part, ça touche des choses en vous que vous avez déjà contactées, même si vous êtes jeune, et c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Bon là, il faudrait des heures, je pourrais vous raconter plein de choses, mais sérieusement, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, je veux dire, à un ancien footeux, c'est quand vous rencontrez des gens, vous avez la sensation qu'ils ont été touchés parce que vous avez fait. Et je parle comme vous, pas à titre personnel, je parle à titre collectif, d'avoir fait partie d'une équipe. Et quand vous rencontrez les gens qui disent merci parce qu'on a passé des bons moments. Le football a un truc incroyable, le sport collectif aussi, mais je viens du football, donc je vais parler du football. C'est que c'est un vecteur émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes jeune, bien évidemment. La période dont je vous parle, vous la connaissez pas forcément, mais vos parents peut-être l'ont vécu. Et quand on rencontre des gens et qu'on parle avec eux où justement tel match correspond à une période de leur vie ou un match qui peut rester dans les annales, qui peut rester épique, vous avez la personne qui vous en parle, vous l'écoutez et qui est ému parce que ce match elle a vécu avec un membre de sa famille, peut-être avec son père qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, ben, quelque part vous avez touché au niveau émotionnel ces gens-là et je vous assure que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Thierry, tu es là ? Le mot de la conclusion alors ? Non, mais si vous avez des questions, sincèrement, voilà, je suis vraiment... Moi, Franck, je voudrais juste revenir par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai que tu parlais du côté humain. Dans la réussite, le côté humain, finalement, il est facile. Dans la gestion de l'échec, c'est plus compliqué. Moi, aujourd'hui, avec du recul, j'ai très mal, je reviens sur l'expérience du Racing Club de Strasbourg, bien sûr, j'ai très très mal vécu la descente aux enfers du club. Mais aujourd'hui, avec le recul, ce que je retiens de positif, c'est l'humain. Parce qu'au centre de formation, on était 4. Jean-Marc qui est là, François Keller qui aujourd'hui est l'entraîneur, et Guy. Et je peux vous dire que tous les 4, on était hyper soudés. Et on n'a jamais renoncé. Hein, Jean-Marc? On est allé jusqu'au bout. Pourtant, on savait que l'avenir était mort. Mais vis-à-vis des gamins, on est allé jusqu'au bout. Et ça, aujourd'hui, voilà ce que je retiens. Donc, quelque part, ne l'oubliez pas, vous aurez des échecs. Positivez, prenez du recul, parce que toute expérience, même un échec, c'est positif. Je peux dire quelque chose? Je voudrais juste ajouter un petit truc sur l'expérience. L'expérience, quand on en parle, vous voyez autour de vous, on dit il a de l'expérience. L'expérience, paradoxalement, c'est un sentiment positif. Avoir de l'expérience, ça signifie que peut-être dans certains chemins, vous avez cette expérience, vous avez connu des situations, vous n'allez pas refaire forcément la même erreur, vous allez contourner et vous allez aiguiller quelque part les gens. Si vous êtes peut-être, je sais pas, si vous avez des responsabilités, vous avez des gens, on va dire entre guillemets, qui collaborent avec vous, vous êtes celui qui décide, vous allez pouvoir éviter des pièges. Mais l'expérience, bien évidemment que ça englobe l'échec. L'échec, quand on en parle, on est mal à l'aise vis-à-vis de l'échec parce que ça a une consonance négative. Mais pour progresser quelque part, l'échec, mais c'est la plus belle des choses. Parce que ça doit impliquer une introspection quelque part. C'est-à-dire que l'échec, là, quand on est face à l'échec, et j'ai connu ça dans le football, bien évidemment, qu'est-ce qui vous amène à l'échec dans le football? C'est lorsque vous faites partie d'un groupe où les individus de ce groupe ne se reconnaissent plus dans le groupe, ne prennent plus leur part de responsabilité dans l'échec et envoient la faute sur les autres. Et ça, croyez-moi, dès que ça part comme ça met même vraiment pas longtemps à partir, comme on dit dans le midi, en sucette ou en biberine, et c'est mort. Mais lorsque vous avez connu l'échec, si vous partez là-dedans sur une réflexion sur vous-même, là c'est vous en face d'une glace. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah ouais, mais c'est sûr. Dans ces cas-là, dans une équipe, on se dit ah ben oui, quand j'ai pas été bon, ben ouais, c'est tellement plus facile de dire c'est la faute, c'est sa faute parce qu'il a pas fait ça. Ah, on a pris un but, le gardien, mais c'est une chèvre, c'est une passoire. Les défenseurs ils sont là et quoi que ce soit. À partir du moment, c'est juste une constatation. Le jour où vous aurez affaire à ce genre de sentiment dans une boîte, où vous serez peut-être pas forcément à l'aise, ne partez pas là-dedans. Dès que vous commencez à sentir ça, provoquez éventuellement une réunion justement de groupe en disant là je sens pas les choses, on est en train de se tirer dans les pattes, on est en train d'aller dans le mauvais sens. Et à mon avis, à votre façon, vous allez peut-être stopper l'hémorragie et ce sera très bien. Mais l'échec en lui-même,
et l'analyse, mais vraiment sans concession, qu'il doit amener, c'est quelque chose par la suite qui est salvateur, parce que ça vous évitera de repartir dans ces mêmes schémas et dans ces mêmes situations. Et c'est très important, et c'est ce qui fait qu'un jour on parlera de vous, quand vous serez dans une boîte, quand vous aurez de l'expérience, dire « Ah ouais, mais cette personne, il a l'expérience ». Et là, vous serez quelque part écouté, on vous suivra, et votre avis, justement, sera important, parce que quelque part, vous aurez fait cette autocritique, cette auto-analyse, qui vous aura permis de remettre peut-être les choses dans le droit chemin, pardon, et vous gagnerez quelque chose qui est aussi incroyable, parce que c'est court, on ne peut pas parler de tout, mais du respect. Le respect est quelque chose de très important. Se respecter soi-même, c'est énorme, parce qu'en vous respectant vous-même, les autres vont vous respecter, et inévitablement, il va se créer un climat de confiance, et où votre parole, et c'est quand même le but, quoi. Je veux dire, vous êtes là, vous faites des études, c'est pas pour rien, quoi. Vous devez être amené après, dans votre nouveau job, à avoir justement ça, le respect de vous-même. C'est tellement, même pas agréable, mais chouette, quand vous avez la sensation que dans votre boîte, on vous respecte pour ce que vous êtes, je veux dire, pour ce que vous amenez aussi, pour votre pouvoir peut-être de décision, si vous avez à en avoir, et pour votre implication dans la société dans laquelle vous bosserez. Donc l'échec, vous allez connaître l'échec, sachez que ça fait partie justement du jeu, qu'il faut l'accepter, et que par votre pouvoir justement d'analyse, vous pouvez transformer ça, comme le disait Thierry, en choses positives. À mon sens, c'est très très important. Je pense qu'on peut clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Thomas? Non, mais en fait, vous parlez de la gestion de l'échec, et j'avais une question à vous, mais est-ce que pour appréhender l'échec et mieux le gérer, on est obligé de sortir les équipes du contexte de l'entreprise, ou alors quand on est footballeur au tennis de verre, ou est-ce qu'on peut arriver à gérer ça en interne en termes de réunion? Mais je pense que c'est le but, bien évidemment. De toute façon, pour gérer l'échec, il faut automatiquement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais même quand ça va bien, il faut de la communication dans l'entreprise. Et ça, il y a des rôles aussi. Il ne faut pas oublier que dans une entreprise, il y a des gens aussi, c'est leur rôle justement de se rendre compte de tout ça. Il y a des leaders, il y a des meneurs, il y a des chefs d'entreprise aussi. Et quelque part, je trouve dans l'expérience que j'ai eue par rapport aux interventions dans les entreprises, je crois que ces personnes-là ne sont pas forcément à l'écoute de ça. Ils sont dans leur monde, ils ont reçu certainement une formation qui dit que le chef d'entreprise peut-être, ou le RH, je veux dire, doit avoir peut-être une forme de comportement. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière. La communication, c'est la base. Il n'y a pas, pour moi en tout cas, lorsque j'ai connu l'expérience que j'ai eue dans le football, il ne doit pas y avoir de hiérarchie quelque part dans ce genre de circonstances. C'est-à-dire qu'on est tous, comme les étiers, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne fonctionne pas, et que la direction commence à être prise et on sent que ça coule et qu'il va y avoir échec, il faut automatiquement provoquer des choses, provoquer une communication. Ce qu'il y a de très intéressant, ce qu'on faisait nous quand on était face à l'échec, tu le disais Thomas, c'est intéressant, on sortait du contexte. C'est-à-dire qu'on sortait du contexte foot, on provoquait une bouffe. Et souvent on le voit maintenant dans les équipes quand ça va pas, oui, mais ça repart pourquoi? Parce qu'on a fait une bouffe et on s'est dit les vérités. Mais bien sûr, mais il faut aussi se sortir d'un contexte parce que le contexte professionnel, c'est pas évident. Chacun réagit en fonction de ça, chacun a son propre caractère et a du mal dans une boîte justement à s'extérioriser parce qu'on est aussi dans le jugement vis-à-vis des autres, parce que on se dit si je parle trop, peut-être que le RH il va être là, il va me filer un coup derrière la tronche, ou les autres vont peut-être mal me percevoir. Donc il faut sortir de ce contexte et régler ces problèmes, et ça passe par une communication. Ça existe aussi. On parle de team building. Il y a des boîtes qui ont du mal à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font appel justement à des gens qui sont spécialisés par rapport à ça, où ils les sortent du contexte. Et c'est incroyable de voir ce qui peut se passer. Le but dans du team building, c'est de prendre par exemple les membres d'une équipe et de mettre ensemble ceux qui s'opposent. On le sait, dans tout groupe, il y a certains qui ont des affinités et d'autres pas du tout. Je vais juste vous raconter une anecdote. Le jour où j'ai signé, moi, à Marseille, il y avait un joueur que je détestais, mais profondément. C'était Eric Dimeco. Alors, je pense que certains, s'ils aiment le sport, sur RMC, on l'entend avec le Moscato Show. Mais je le détestais. Et quand j'ai signé
à Marseille, je vous assure que je suis arrivé la première fois, j'avais 22 ans, c'était dur à gérer. C'était très dur à gérer. Premier stage de la saison, on me part au vert, avec qui je tombe en chambre, je ne connaissais pas, Dimeco. Je peux vous dire, ça m'a fait drôle, quoi, quand même. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est fait esprit ou quoi. Et il s'est avéré qu'on est devenus super potes, et pendant 4 ans, quand on partait au vert, qu'on avait préparé des grands rendez-vous, on était en chambre. Il y a eu de l'affinité, on s'est découvert, et ça a un côté extraordinaire. Donc, dans les équipes, justement, et lorsqu'on fait du team building, c'est ça, c'est d'arriver d'une manière, je veux dire, sympa, à sortir du contexte du boulot, les deux mecs, ou les deux nanas, hein, je disais deux mecs comme ça, mais ne peuvent pas se voir, de les mettre ensemble. Alors, team building, c'est très bien, il suffit de partager des moments. On peut partager, par exemple, du kayak, vous savez, vous les mettez les deux dans le même bateau pendant 1 heure. C'est sympa, quoi, je veux dire. C'est sympa. Les coups de pagaie, c'est à la limite où ça vole ou tout ça. Mais pourquoi? Le but, c'est de les faire sortir de certains préjugés. Et dans du team building, qu'est-ce qu'on fait? De sortir les gens de leur contexte. Ben, le soir, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un repas. Voilà, on boit quelques bières, il y a l'apéro. On sait très bien, sans parler d'être bourré, que l'alcool désinhibe. Regardez Thierry avant de venir, il a bu avant de faire ça. Et je suis témoin. Il a bu. Moi, pas du tout, au Perrier et tout ça. Mais lui, il a bu parce qu'il avait peur. Donc, ça désinhibe totalement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les langues se délient. Et automatiquement, et vous le savez très bien, je veux dire, on a des points communs cachés. Certains, ça va être la région. Certains, ben, ils ont des connaissances communes. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, le soir, quand vous êtes un peu éméché, vous rentrez à dormir parce qu'il y a après un deuxième jour, vous dites, putain, j'ai passé une bonne soirée. Finalement, il n'est pas si con. On a toujours, tous, on a eu ça. Et on l'a encore. Ou on se dit, putain, lui, je ne peux pas le saquer. Ou elle, je ne peux pas la saquer. Et après ce genre de choses, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était chouette, quoi. C'était chouette. Et sortir d'un contexte, on crée un autre contexte où après, et c'est le cas en Angleterre ou en Écosse, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui bossent. Ben, il y a des pubs en Écosse. Et le pub, par exemple, c'est un lieu social. Les gens ne rentrent jamais chez eux avant de passer au pub. Et ils débriefent. Ils boivent un coup, ils boivent des bières, ils débriefent. Et il se crée un lien extraordinaire. Il y a plein de choses comme ça. Et si vous aimez, si vous appréciez le gars avec lequel vous bossez, ben vous allez avoir envie de bosser avec lui. Vous allez avoir des projets. Vous allez avoir une idée. Vous le découvrez, vous avez sympathisé, vous avez un lien. Vous allez lui parler, vous allez extérioriser vos idées. Et le but de celui qui chapeaute, parce qu'il faut en parler aussi de celui qui chapeaute, c'est d'être à l'écoute de ça. Ah, l'idée, elle est bonne. Thomas, tu as une super idée. On va suivre cette branche. Et surtout, on ne va pas se l'accaparer. Parce qu'entre autres, des qualités qu'il faut dans une boîte pour qu'elle réussisse, c'est l'humilité. Rien ne peut être fait, les plus belles choses se font dans l'humilité. Parce qu'on sait très bien, l'humilité, comme disait Thierry quand il parlait notamment de l'histoire du Racing avec Jean-Marc, ce sont des moments forts. Ce qu'ils ont vécu, c'est extraordinaire. Je les écoutais, je n'ai pas vécu ce moment-là, mais je peux complètement le comprendre. Et entre eux, il y a ce qu'on appelle un lien indélébile. Et ce lien indélébile, ben, il est là. Et sur un autre projet, si un jour ils ont rebossé ensemble, mais ça va être extraordinaire. Parce qu'en plus, les deux, en ce moment, Jean-Marc, qui avec la sélection justement de la Côte d'Ivoire, il est en train de magasiner une expérience, mais exceptionnelle. Et son but... Le prochain projet, c'est qu'on va au Brésil. Mais voilà, je sais. Tout le monde, il le sait, je croyais que c'était pour le carnaval, moi, non, c'est pas pour la Coupe du Monde. Et le but, je veux dire, c'est ça. Jean-Marc, et le jour où il y a un autre projet, mais ça va être fantastique. En fait, ce n'est que ça. Je veux dire, moi, je terminerai peut-être comme ça, et que si vous avez des questions, bien évidemment. Quand vous êtes dans une boîte, ne soyez pas figé, rien n'est figé, au contraire. Allez vers l'autre, quoi. Je veux dire, c'est la base. Vous savez, les chaînons manquants, comme ça, on va vers l'autre et il se crée quelque chose. Et la troisième personne va amener quelque chose à la première personne, la quatrième à la deuxième. Et ça, franchement, ben moi j'ai eu la chance, mais vraiment, et le privilège, puis c'est un privilège, de connaître ça. Et dans nos objectifs, ça nous a amené à des choses, humainement parlant, fabuleuses. Fabuleuses, vraiment. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oula, Ouais, ça y est. bon. Ouais. Comment est-ce qu'on gère finalement l'après-Occident sans objectif comme pour la Coupe d'Europe? Une fois qu'on l'a gagné, est-ce qu'on n'a pas un espèce de blues post-réussite et comment on se remet en scène pour essayer d'en Ouais. C'est très juste ça, parce que c'est vrai que quand on se fixe un objectif, c'est le cas par exemple, je lisais un petit peu ces derniers temps au niveau du sport et de nos nageurs, par exemple Camille Muffat notamment et Aniel, qui ont gagné, qui ont été extraordinaires aux Jeux Olympiques, et qui derrière sont obligés quelque part de repartir dans des, exactement, dans des, je veux dire, dans des compétitions nationales
ou même eux sont obligés de faire les minima. C'est quand même incroyable, ils sont champions olympiques, ils sont obligés de passer par les minima. Le sport a quelque chose d'incroyable, c'est que quand on se fixe l'objectif d'être par exemple footballeur professionnel, on sait que les objectifs sont à court terme, comme je le disais tout à l'heure, et que ça va très vite. Et que constamment, on est sur la brèche. On ne peut pas s'endormir. On ne peut pas s'endormir parce qu'à la fois, il y a plusieurs compétitions. Le but, c'est d'aller le plus loin dans toutes les compétitions et de les gagner. Donc, quelque part, c'est une étape. Sincèrement, j'ai un regret, mais énorme. C'est la Ligue des Champions avec Marseille quand on a gagné. On n'a pas pu profiter, entre guillemets, la fêter avec nos supporters. Parce que 3 jours après, on avait un match contre le Paris Saint-Germain et qui, quelque part, était décisif pour le titre. Donc, vous êtes obligé de vous remettre là-dedans. Mais ça se fait quelque part, on est habitué parce que depuis notre plus jeune âge, quelque part, on est habitué à ça. Un match, ça dure 90 minutes. Pendant 90 minutes, on donne le maximum. Le but, 38 journées après, il faut aller chercher le titre. Donc, on est imprégné de ça. Jamais ça nous abandonne. Les objectifs sont tellement importants et les moyens qu'on va en mettre, l'investissement personnel que l'on va mettre à l'intérieur de ça, c'est ce qui va faire si on va réussir ou pas. Après, il peut y avoir, bien évidemment, qu'il peut y avoir manque de réussite. On sait qu'en football, le ballon est rond, le poteau est rond, ça peut taper le poteau sortir, ça peut taper le poteau externe sortir, et ça peut taper aussi le poteau interne et rentrer. Donc il y a une part aussi de chance, certainement. Mais dans tout ce qui est préparation et l'objectif pour les atteindre, je pense que c'est un sport qui demande beaucoup, mais quelque part que l'on encaisse et qui est presque naturel. Sans objectif, mais il n'y a rien en football. Vous imaginez, j'en discutais tout à l'heure avec Thierry, justement, et avec Gérald, on se disait, mais je suis profondément contre quand j'entends des entraîneurs qui, en début de saison, se disent, notre objectif, c'est le maintien. C'est terrible, quoi. Mais je ne souhaite pas, moi, d'avoir un patron qui va vous dire, oh ben, notre objectif, oh, c'est de vivoter. Mais votre motivation, vous allez la trouver où? Il faut être très fort. Alors, vous allez vous auto-motiver. Je ne sais pas si ça existe. Vous allez avoir une motivation. Vous allez essayer de vous mettre la pression, mais jamais vous allez y arriver. Quand vous avez un but, justement, vous savez, quand j'ai signé à Marseille, le but, c'était de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, gagner toutes les compétitions. Mais attendez, mais chaque entraînement, chaque match, vous êtes animé par ça. Et quelque part, c'est ce qui fait, on n'a pas le temps d'en parler, mais que vous allez repousser vos limites. Parce que repousser vos limites, si vous voulez, dans le sport, c'est magnifié. Vous le savez très bien, vous voyez une équipe collective qui va gagner une finale, vous avez vu les handballeurs, les rugbymen, les footballeurs ou quoi que ce soit, il y a une communication, c'est fabuleux. France 98, quand l'équipe de France gagne, c'est extraordinaire. Alors là, on en rajoute, on parle de la France aussi, Black Blamber, alors que ça existe. Moi, j'ai connu ça, je veux dire, à Marseille quand j'étais, tout ça, vous voyez, on déborde de sentiments hyper positifs, hyper positifs. Donc je pense que s'inscrire justement et atteindre ses objectifs quand on a gagné, quelque part dans le sport, c'est un peu naturel, quoi. Il y a un tel niveau d'exigence qui fait que vous êtes obligé d'y aller. Et puis, vous savez, c'est comme, je ne me suis jamais shooté, mais quand on entend les mecs qui se shootent quelque part, il y a une forme d'accoutumance. Le sport de haut niveau, c'est ça. C'est à partir du moment où vous allez goûter et que vous avez la chance de gagner des titres, quand vous voyez tout ce qui passe autour, je disais que c'était un vecteur émotionnel, ce que vous avez au fond de vous, quand vous mettez un but à la dernière seconde dans un match, et à la limite où ce but peut vous permettre de gagner, ça m'est arrivé, c'est jouissif, quoi. C'est indescriptible. On ne peut pas décrire ce qu'on peut ressentir. Il n'y a que ceux qui ont goûté ça qui vont vous dire, mais c'est une explosion de joie. C'est pour ça que vous arrivez à avoir des comportements sur des buteurs, mais complètement fous. Où le mec, il pète un câble, il va partir, il enlève le maillot, il enlève le short, presque les chaussettes. Parce qu'il y a un sentiment, mais c'est vrai, il y a un sentiment, je crois que dans ces moments-là, l'adrénaline est telle qu'on tutoie un petit peu de folie, quoi, j'allais dire. On perd les pédales. Et ces moments-là, cette adrénaline, sont incroyables. Je vous assure que d'arrêter la carrière, alors quand on l'embrasse, justement, quand on est footeux, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai joué qu'à 36 ans. Mais quand vous l'arrêtez, qu'est-ce qui vous manque? C'est pas le foot qui me manque, moi. C'est pas le jeu. C'est ce vecteur d'adrénaline, c'est ce partage. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le cul dans votre fauteuil, vous regardez un match. Bon, moi, j'ai la chance d'être sur les matchs et de les vivre quelque part et d'être consultant. Mais il y a des moments où vous vous dites, putain, mais c'est terrible, je retrouverai jamais ça. Et ça, c'est une réalité. Vraiment. Et c'est très difficile. Tous les sportifs, je pense, de haut niveau, même ceux qui ont fait du sport, qui ont aimé le fait de faire du foot, du basket, quand ils ne peuvent plus jouer, mais il y a un manque. On parle souvent chez le sportif de haut niveau de petites morts. Mais franchement, c'est très, très difficile. Parce que quelque part, on est là, voilà, on est dans cette continuité. Si je peux
Oui, bien sûr. Je voulais juste faire un parallèle avec le monde de l'entreprise. Par rapport aux dirigeants d'entreprise ou aux créateurs d'entreprise que je côtoie, on retrouve cette notion. Alors c'est pas de l'adrénaline, c'est cette sensation d'être arrivé au bout de soi-même et quelque part d'avoir donné, d'avoir été plus loin que ce qu'on aurait pu, ce qu'on pensait pouvoir faire, de s'être dépassé, etc. Et on le voit beaucoup dans les chefs d'entreprise qui, on parlait tout à l'heure, on disait, ils ont encore le feu. Et puis à un moment donné, quand le projet devient routinier ou quand l'entreprise tourne, ils s'en désintéressent, ils veulent passer à autre chose. Bien sûr. Aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est de cela dont on manque. Alors, évidemment, en tant que théoricien, on va me dire non, ce qu'on manque, c'est d'avoir des bons chiffres au bon endroit, le bon chiffre d'affaires, le bon business plan, le bon. Non, ce qui me fait plaisir dans ce projet, c'est de donner un message qui est complètement différent. Ce qui manque, c'est le feu. Il manque aujourd'hui tous ces jeunes qui ont envie d'aller au bout de quelque chose, parce que ce qui va laisser une trace dans votre vie demain, c'est pas les moments de gestion classiques. C'est pas ça va pas laisser de traces. Vous allez vous dire, j'ai passé 10 ans dans cette boîte et finalement quoi? Ce qui va laisser une trace réelle, et quand à l'aube de vos 40 ans, vous regarderez en arrière, c'est tous les moments où vous êtes dépassé, où vous avez été plus loin que ce que vous auriez pensé accomplir. Et ça, c'est aujourd'hui le vrai défi. Et c'est ça le fond du projet. Le fond du projet, c'est de faire comprendre à nos jeunes créateurs, et aussi aux chefs d'entreprise, et même au management, qu'on a besoin de cet état d'esprit pour aller plus loin aujourd'hui au niveau des entreprises. Voilà. Et si ça, avec Franck, ce message arrive à passer, je peux vous assurer que ce sera le meilleur remède que toutes les autres formules de alors on va pas fixer les contrôleurs de gestion, mais au moins de défiscalisation, refiscalisation, etc. C'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Ce dont on a vraiment besoin, c'est de gens qui ont envie d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et il y a de vraies opportunités. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Il y avait une dernière question. Oui, s'il y a un problème dans une société entre deux personnes, même si la confrontation est encore mal à faire, comment est-ce qu'on peut avoir un esprit d'équipe? Ah ben ça, vous savez, je pense que dans un club, par exemple, dans un club, il y a des personnes qui doivent être à leur place. J'expliquais tout à l'heure, le défenseur, il est défenseur, c'est-à-dire que bon, il va pas jouer attaquant parce que sinon, l'équilibre, en tout cas de l'équipe, va être complètement perturbé et ça ne va pas aller vers le sens de la réussite, une forme de rentabilité et d'atteindre les objectifs. Vous savez, en football, il faut pas croire, dans un premier temps, c'est pas évident justement d'avoir et de fédérer aussi un esprit d'équipe parce qu'il y a des personnalités. Il y en a qui ont besoin qu'on parle d'elles plus que d'autres, donc il y a eu un ego qui est bien souvent aussi surdimensionné, mais je pense qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que sur 21, voire 22 joueurs qui forment un effectif, le président, par exemple à Marseille, c'était Bernard Tapie, l'objectif était fixé. On trace la route. Pour justement arriver à cet objectif, il y a des choses à mettre en place. J'expliquais cet esprit d'équipe, le dépassement de soi, justement, aller au bout des choses pour arriver à atteindre l'objectif. Mais ensuite, bien évidemment qu'il y a des gens, et vous le verrez aussi, il y a des gens qu'on perd en route. Aussi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément, peut-être le mental pour être dans cette situation. Il y a effectivement des conflits personnels, bien souvent, ils se règlent, comme je le disais, parce qu'on provoque dans ces cas-là une bouffe, où il y a de la discussion. On est tellement dans le football, dans l'instant, parfois dans l'impulsivité et dans l'irréactivité. En football, ça va très vite. Par exemple, lors d'un match, je sais pas, bon, vous avez certainement jamais assisté à un match, par exemple, international ou même de Ligue 1 au bord du terrain, mais on est sur la place du marché. Ça crie, ça hurle, ça parle, ça va vite, mais on n'a pas le temps de faire des phrases. Parce que si vous commencez une phrase, à la fin de la phrase, les mecs, ils ont marqué. Donc, on est dans la réactivité totale. Il faut faire vite, donc c'est des mots, c'est bref. Tu fais chier, prends à droite, ça vient, derrière, recule. Ce sont des ordres quelque part, mais que l'on accepte parce que dans ce but-là, il y a une communication qui est spécifique. Et c'est vrai qu'il y a dans certains matchs peut-être, si par exemple, il y a un joueur qui n'est pas à l'unisson, qui est peut-être moins bien aussi, ou qui délibérément ne remplit pas son rôle, il se fait bouger par les 10 autres ou par les 9 autres. Et si ça entraîne effectivement une réaction épidermique, une engueulade ou que les joueurs en arrivent presque aux mains, après, si vous voulez, il y a une police interne qui se fait par les joueurs. Parce que l'objectif commun est tel
qu'on ne peut pas tolérer quelque part une mise en danger de l'équipe par rapport à un comportement qui à la base serait individuel. Donc la mise au point, elle est terrible. Elle est dans un premier temps au sein des joueurs, puis il y a un entraîneur qui va trancher. Cet entraîneur, il voit les choses. C'est comme dans une boîte, je veux dire, il y a des personnes qui sont décisionnaires, qui doivent être garants, justement, du bon fonctionnement de la boîte et du bon déroulement, on va dire, des opérations et du mode d'emploi, entre guillemets, qui va faire que la société va réussir. Vous voyez? Donc l'entraîneur, déjà, à mon avis, il se rend compte de certaines choses, et le joueur, qui délibérément s'est mis un peu à côté, nous on appelle ça jouer la carotte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jouer la carotte, c'est jouer pour sa gueule. Il va se la faire tranquille, il va pas défendre, il va essayer de marquer pour à la limite flamber et avoir les honneurs de la presse ou quoi que ce soit. Seulement le problème dans un groupe, ça, je vais pas dire c'est pas une brebis galeuse, absolument pas, mais on les repère très très vite. Et après, si vous voulez, dans les entraînements, on a une façon à nous de régler le problème. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les entraînements, le premier ballon, il va recevoir tranquillement, il va en prendre 2 sur le rable, comme on dit, et si vous voulez, il va comprendre que quelque part son comportement n'est pas forcément adéquat. Après, il va réfléchir, parce qu'il faut toujours un temps de réflexion, et peut-être que de lui-même, il va revenir dans le droit chemin. Et c'est parfait, quoi. Oui, c'est parfait. Donc, si vous voulez, il y a aussi un règlement intérieur, donc, qui se met en place naturellement et qui fait que... Ça, faut pas le faire à l'ISEG, on est d'accord. Non. Vous avez Thierry Venling qui met les tacles si ça va pas, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a une dernière question. Allons-y. Oui. 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 Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très français ou pas, mais oui. Ouais. Oui. Mais au final, vous savez très bien que la personne qui va bénéficier dans tout ça, ce sera votre président du club. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous avez. C'est simpliste. Oui. D'accord. Oui, mais je crois qu'il faut rendre aussi à César ce qui est à César. C'est-à-dire que sans un président avec un but de monter une équipe, d'être performant au niveau européen, il n'y a rien, quoi, aussi. Donc, quelque part, c'est une réussite aussi, mais c'est différent parce que là, on n'est pas dans l'ordre du terrain. Donc, les joueurs, on sait faire aussi la part des choses. Mais sincèrement, si Bernard Tapie, un jour, s'était pas levé dans les années 80 en se disant, je vais à la Marseille pour réussir, pour gagner la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, il n'y aurait pas eu de Ligue des Champions. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de ce projet comme d'autres joueurs, comme les Basile Boli ou d'autres, vous voyez. Donc, ça, si vous voulez, ça n'empiète pas sur le rôle sportif. On se doit, et vous verrez, quand vous serez dans une boîte, le boss, c'est lui qui va vous dire, les gars, cet objectif, je veux cet objectif. C'est l'aiguilleur, c'est celui qui montre la voie. Et derrière, on s'engouffre. Dans le football, et après, il y a un autre aspect, c'est l'aspect sportif, qu'un président ne maîtrise pas. Président, foutez-lui 2 chaussures de foot, mettez-le sur le terrain, on va rire. Hein, vous voyez? Mais par contre, ensuite, il a d'autres qualités. Quelque part, il y a, on en revient après, mais on peut en parler des heures, il y a après une identification à l'entreprise à laquelle vous appartenez. Et c'est important. Mais pour en revenir sur votre question de leader, par exemple, leader, je trouve qu'en France, ce qu'il y a, c'est que trop souvent, on veut mettre, si vous voulez, en évidence un leader. C'est pas ça. On va pas dire, lui, par exemple, il a 80 sélections, c'est un leader. Non. Je veux dire, sur, par exemple, l'épopée 93, et même après, avec 98, qui était la finalité, on va dire, de 93, il y a des joueurs qui se prennent en main. Il y a toujours un concours de circonstances. Il y a des joueurs qui ont du caractère et qui sont capables de faire, justement, eux aussi la différence à des moments donnés et qui ont le comportement d'un leader. Vous voyez? Allez-y. Excusez-moi, j'ai pas entendu avec la machine. Le président? Le président, par exemple, le président, s'il commence à jouer au foot, on va rien faire. Oui. Par exemple, ça c'est dans le contexte du foot, c'est peut-être possible. Mais il y a des boss qui viennent et qui ont à l'époque, par exemple, joué au foot en matière, qui viennent de là et qui connaissent déjà comment ça se passe. Et puis au bout d'un moment, ils sont devenus leaders parce qu'ils ont suivi ce chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pensez il y a certains boss qui ont eu une expérience, on va dire, footballistique, ils savent d'où il vient et... Un chef d'entreprise, je ne sais pas, qui travaille dans un domaine n'importe quoi. Oui. Lorsqu'il va commencer à travailler, voilà, il va commencer à apprendre, il va
va évoluer au fur et à mesure. Oui. Et le jour où il sera Patron, ouais. Ouais. il saura d'où il vient, il saura ce que ses travailleurs doivent faire pour lui. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est un leader d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'il arrive à guider ses. Oui, oui. Parce que là, on n'est pas dans le même contexte. Ah, je vais- Tu veux y aller, Thierry? Vas-y. Alors là, Je vais écouter Ouais. ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. vous savez, le mot leadership, on l'utilise à toutes les sauces. Hein. Ouais, c'est vrai. En marketing, il y a le leader, challenger, suiveur. Donc, on raisonne par segment. C'est pas parce que vous êtes leader globalement que vous êtes leader sur un segment. Bon, La fameuse segmentation, c'est ça. je ferme la parenthèse. Je pense que ce mot-là, il faut l'utiliser avec beaucoup de, beaucoup de recul, parce qu'on peut pas comparer un leadership dans le domaine financier, dans le domaine gouvernance, dans le domaine marketing, dans le domaine commercial. On peut être leader dans le domaine commercial, ça veut pas dire qu'on sera leader dans le domaine de la gouvernance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que leadership, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi, par exemple, à ISEG, pour moi, il n'y a pas d'étudiant leader, challenger, suiveur. En marketing, oui. Mais s'il n'y a pas le collectif, et je conclus par ça, le leader, il est tout seul. Moi aujourd'hui, je suis quoi? Je suis le directeur de 3 écoles. Donc, normalement, je suis censé être le leader. Et alors, si aujourd'hui mes 3 directeurs ne sont pas d'accord avec mes idées, si mes équipes, si mon comptable n'est pas d'accord au niveau des budgets, si Maxence, au niveau de la communication, n'est pas du tout d'accord sur ma manière de voir les choses, je peux continuer comme ça. Eh ben, je suis un leader tout seul. Hein. Je suis en fond de culotte. Hein. Je suis désolé, mais c'est l'expression. Hein. Donc, leader, on peut... Fallait quand même que je la sorte celle-là. Hein, Franck. Donc je le vois plus, il est là. Ouais. Donc voyez, leadership, moi je peux vous faire, rassurez-vous, je vais vous avoir en cours en 3e, 4e année, vous allez avoir un cours avec moi de PGE. On va parler du leadership, il n'y a pas de problème, vous pouvez demander à Thomas. Mais pour conclure, hein, pour qu'on soit bien clair, vous voyez, le contexte il est très large. Moi, la seule chose que je peux vous dire, leader tout seul, pour moi ça ne veut rien dire. Après, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Après, il y a le leader qui va utiliser les autres pour assumer son leadership. Ça, c'est le mauvais leader, on est d'accord. Je sais que vous parlez de ça parce que vous créez votre entreprise, vous êtes un peu déjà en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis, il y a le vrai leader pour moi, et je conclus par ça, et c'est celui qui amène ses équipes vers le haut. Et forcément, il y sera avec. Peut-être un peu au-dessus de la pyramide, mais il y sera. Sur ce, je conclus. Alors, je remercie vraiment les étudiants. C'est ça. Je remercie les étudiants pour leur interactivité. Franchement, vous avez été super. Hein. Bien sûr, je remercie Franck d'être venu ce soir, hein, de nous avoir emmené, nous avoir pas emmené, non, parce que c'est après qu'ils vont emmener. De nous avoir amené cette expérience. On le reverra puisqu'il y a le projet au mois d'avril qui est la nuit FIFA, hein, qui sera un gros projet sympa. Et en tout cas, merci de votre venue et puis très bonne soirée à vous. Merci à vous.